Télé 50, simplement congolais. Trois principaux titres pour ces journaux. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, est saine et sauve après une tentative d'intrusion dans son hôtel à Washington. Les autorités congolaises et américaines enquêtent sur l'incident, évoquant une possible corrélation avec le Rwanda. L'organisation Reporters sans frontières dénonce des lieux de détention inhumains gérés par l'AFC M23 à Goma où des journalistes et civils sont torturés dans des conteneurs sans ventilation dans des conditions épouvantables. Il est urgent que la communauté internationale prenne des mesures pour mettre fin à ces atrocités et protéger les droits de l'homme dans la région, indique la RSF. Approvisionnement en carburant, la ville de Kinshasa est sous tension, des files d'attente interminables, du stress et des perturbations du transport urbain. La pénurie de carburant fait de vagues. Mais pourquoi la fermeture du détroit d'Ormuz serait-elle en cause? On en parle en tout début de ce journal. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, est saine et sauve après une tentative d'intrusion mardi dans son hôtel à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Des individus non identifiés ont essayé de s'introduire dans l'établissement, mais les services de sécurité ont déjoué la tentative. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui a confirmé l'incident lors d'un briefing en marge de la 13e conférence des gouverneurs à Bandundu, a indiqué que les autorités congolaises sont en contact étroit avec les autorités américaines pour enquêter sur l'affaire. On l'écoute. Alors très rapidement, évidemment, nous avons appris des nouvelles plutôt sur un incident qui s'est produit à l'hôtel où séjourne la Première Dame. Vous savez que la Première Dame séjourne depuis quelques jours à Washington, à l'invitation de l'épouse du président Trump pour un sommet qui concerne le Première Dame. Et d'après les informations qui nous sont parvenues, il y a eu évidemment des individus en cours d'identification qui ont essayé de pénétrer dans l'hôtel. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités américaines sur place pour pouvoir avoir des plus amples détails sur ce qui s'est passé. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir à ce sujet dès que les éléments auront évolué. Mais ici, pour peut-être faire la corrélation, il faut considérer que nous sommes dans une phase du processus où, comme nous vous le disons dès le début, que nous avons systématiquement détricoté la stratégie du mensonge du Rwanda. Évidemment, lorsque nous disons nous connaissons les méthodes du père et du fils, ce qui rapporte ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est sûrement en référence à cela. Mais quoi qu'il en soit, vous savez que nous avons une détermination qui est claire. D'abord, je voudrais rassurer les uns les autres que la Première Dame se porte très bien. Et donc, pour le reste, lorsque les enquêtes évolueront, nous pourrons vous donner des plus amples éléments. La question du développement des provinces en République démocratique du Congo s'impose aujourd'hui comme un enjeu majeur à la 13e conférence des gouverneurs au Kwilu. Pendant des décennies, le modèle de gouvernance est resté fortement centralisé, concentrant ressources, décisions et opportunités dans la capitale Kinshasa au détriment des entités provinciales. Cette situation a creusé des inégalités territoriales et freiné l'essor harmonieux du pays. Il devient donc urgent d'opérer un véritable rééquilibrage. C'est ce que nous dit Jean-David Kilolo dans son dossier.
Développer les provinces ne se limite pas à la construction d'infrastructures, aussi importantes soient-elles. Il s'agit avant tout de rapprocher l'État des citoyens, de rendre l'action publique plus accessible et plus efficace. Dans cette perspective, la proposition de transférer certaines institutions nationales vers les provinces apparaît comme une piste innovante et stratégique. Implanter des agences publiques, des directions générales ou certaines institutions étatiques dans différentes provinces permettrait non seulement de déconcentrer le pouvoir administratif, mais aussi de dynamiser les économies locales. Une telle approche favoriserait la création d'emplois, stimulerait les investissements et renforcerait les sentiments d'appartenance nationale, souvent fragilisés par les disparités régionales. Par ailleurs, l'idée d'un système rotatif dans l'implantation de certaines institutions mérite une attention particulière. Ce mécanisme offrirait à chaque province l'opportunité de bénéficier directement de la présence de l'État, évitant ainsi une concentration permanente des centres de décision. Il contribuerait à une meilleure intégration territoriale et à une réduction progressive des inégalités. Dans le même élan, la tenue de la conférence des gouverneurs dans la province du Kwilu constitue un signal encourageant. Elle traduit une volonté politique de rapprocher les instances de décision des réalités locales. Toutefois, au-delà du symbole, l'enjeu réside dans la mise en œuvre effective des recommandations issues de ces assises. Le véritable défi reste celui de la concrétisation. Trop souvent, les résolutions prises lors des grandes rencontres restent sans suite. Il est donc impératif que les recommandations soient traduites en politique publique cohérente, accompagnées de financements adéquats et d'un mécanisme rigoureux de suivi d'évaluation. Les gouverneurs, en tant qu'acteurs clés de la décentralisation, doivent être davantage responsabilisés. Une culture des résultats doit être instaurée avec des indicateurs clairs de performance et des obligations de rendre compte. Sans cela, les ambitions de développement provincial risquent de demeurer théoriques. Le développement équilibré des provinces est une condition essentielle pour la réalité, l'unité et la prospérité de la RDC. En engageant des réformes courageuses, en déconcentrant réellement le pouvoir et en responsabilisant les acteurs locaux, le pays peut amorcer une transformation durable. L'avenir de la nation ne se conjuguera pas uniquement à Kinshasa, mais dans chacune de ses provinces. Plusieurs personnalités prennent part à la 13e conférence des gouverneurs qui se tient à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, parmi lesquels le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta Sangou Pamba, qui a fortement mobilisé pour l'accueil du chef de l'État, Félix Tshisekedi, hier mardi. Sur les tarmacs, l'on note la présence très remarquable de Levi Mbuta Sangou Pamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, premier vice-président et président AI de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Avec à la tête de sa délégation tous les 25 autres de ses collègues présidents des assemblées provinciales, venus tous prendre part active à ces assises. En sa qualité d'originaire de la province du Kwilu, le numéro 1 de l'organe délibérant de la capitale aura le privilège d'accompagner le chef de l'État dans la ville de Kikwit ce mercredi 25 mars où est prévue une série d'inaugurations des ouvrages et notamment le lancement du courant du barrage hydroélectrique de Kakobola. Originaire de la province du Kwilu, un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts de paix et aussi pour les infrastructures qui sont en train d'être érigées dans la province du Kwilu. Et je citerai en l'occurrence le barrage de Kakobola. Pour les observateurs politiques avertis, Levi Mbuta Sangou Pamba est une figure politique montante sur laquelle peut compter le président de la République dans sa quête des développements durables de la République démocratique du Congo. C'est sous les thèmes la transformation agricole, la sécurité alimentaire et les développements ruraux que cette 13e édition de la conférence des gouverneurs se tient pour sa première fois dans la province du Kwilu, avec comme objectif principal harmoniser les politiques nationales, promouvoir l'unité et les développements locaux. Et puisque le regard est tourné vers le Kwilu, sachez que la centrale hydroélectrique de Kakobola a été inaugurée le lundi, alimentant 400 000 habitants de Kikwit, Idiofa et Gungu. Gérée temporairement par la SNEL, elle vise à accélérer l'accès à l'électricité et stimuler l'économie locale.
L'événement a été présidé par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Aimé Molendo Sakombi, représentant le président de la République Félix Tshisekedi. D'une capacité installée de 10,5 MW, cette infrastructure énergétique majeure repose sur une technologie hydroélectrique au fil de l'eau, symbole d'une énergie propre et durable. Elle intègre un dispositif complet des productions, des transports et des distributions avec des lignes électriques reliant la centrale aux pôles urbains de Kikwit, Gungu, Idiofa ainsi qu'à plusieurs villages environnants. Des sous-stations, des transformations et des réseaux de distribution modernes permettront d'alimenter les ménages, les services publics et les activités économiques. Au-delà de sa dimension technique, la centrale de Kakobola porte une promesse de vie meilleure. Sa mise en service permettra à plus de 400 000 habitants d'accéder à l'électricité, ouvrant la voie à la relance des activités économiques locales, au développement de petites et moyennes entreprises et à l'amélioration des services sociaux essentiels, notamment dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Dans le regard rempli d'espoir des populations bénéficiaires, cette inauguration résonne comme les débuts d'une nouvelle ère. Une ère où la lumière devient moteur de progrès, d'opportunités et de dignité pour toute une région. D'une actualité à une autre, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé de lancer une opération contre les boissons hyperalcoolisées jugées nuisibles à la santé. Sous l'initiative du gouverneur Daniel Bumba, les ministres concernés veulent mettre fin à la production et à la vente de ces produits, ciblant principalement la jeunesse de Kinshasa, fortement exposée. Interdiction de la fabrication et commercialisation de la boisson Frelaté à Kinshasa. C'est l'objet de la séance de travail qui a réuni ce mardi 24 mars 3 ministres provinciaux de Kinshasa. Patricien Gongo de la santé, Bob Amiso de la jeunesse et Fiston Lukwebo du commerce et industrie veulent sauver la jeunesse quinoise et congolaise en général qui consomme la boisson Frelaté qui détruit la santé. Tout est parti du plaidoyer du ministre de la jeunesse auprès de son collègue de la santé, puis au ministre sectoriel Fiston Lukwebo. Cette équipe triangulaire a, à l'issue de cette réunion, décidé de mettre en place une commission tripartite qui devra travailler d'arrache-pied pour proposer au gouverneur Daniel Bumba un arrêté devant interdire la fabrication et la commercialisation de la boisson Frelaté. D'après le ministre de la Santé, cette mesure concernera d'autres aphrodisiaques vendus à Kinshasa. Vous connaissez que c'est 70% de la population congolaise qui est constituée de cette jeunesse. Quand nous laissons cette jeunesse à l'abandon, à la consommation des produits nocifs qui détruisent leur santé, aujourd'hui, si vous allez dans les hôpitaux, nous avons des problèmes mentaux. Ça veut dire qu'il y a, dans la tranche d'âge, vous allez au CNPP, on vous dira 40% de jeunes ont des problèmes mentaux. Et puis on va vous dire qu'ici, il y a aujourd'hui des problèmes rénaux partout. Il y a des problèmes hépatiques, il y a même des cancers. On interdit que ce qui est mal, ça veut dire ce qui sont fabriqués pas de bonne manière, pas en respectant des normes, mais ce sont cette catégorie de fabrication qui seront interdits. Et puis nous allons traquer toutes ces personnes-là qui fabriquent dans des coins et recoins de la ville. L'équipe triangulaire promet d'effectuer plusieurs descentes sur terrain, non seulement pour traquer les producteurs de cette boisson Frelaté, mais aussi sensibiliser la jeunesse à une prise de conscience, car, dit-on, l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. En bref et en image, l'organisation Reporters sans frontières a, dans son rapport rendu public hier mardi, dénoncé des lieux de détention inhumains gérés par la FC123 à Goma, au Nord Kivu, où des journalistes et civils sont torturés dans des conteneurs sans ventilation, dans des conditions épouvantables, selon le RSF. Au moins 2 journalistes ont été détenus et torturés dans ces conteneurs métalliques d'environ 10 mètres carrés où jusqu'à 80 personnes sont entassées sans lumière ni fenêtre. Les détenus subissent des tortures quotidiennes, des coups, des fouets et une alimentation précaire, rapporte-t-elle. Les forces armées de la République ont délogé la coalition CRP-IDF, alliée au M23 au village Muchacha, en territoire de Mombasa, après d'intenses combats dans la nuit du lundi au mardi. Cette reconquête a été rendue possible grâce à la coordination parfaite entre les éléments du secteur opérationnel Ituri et ceux du secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord. Les précisions avec le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri.
Félicitations aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont pu ébranler la coalition CRP-ADF alliée du M23 à Muchacha. Nous vous annonçons la reprise du village Muchacha par les forces armées de la République démocratique du Congo après les intenses combats. Actuellement, la situation est maîtrisée. Nos hommes sont en train de consolider les accès d'approche et de poursuivre ces renégats en vue de le mettre hors d'état de nuire. C'est ce qui a été fait. Les forces armées ont exécuté parfaitement la mission constitutionnelle, celle de défendre l'intégrité du territoire national et protéger la population et leurs biens. Au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, nous encourageons les éléments de forces armées qui ont mené ces opérations de poursuivre ce hors-la-loi et le mettre hors d'état de nuire. Nous demandons par ailleurs à la population de continuer à collaborer et à dénoncer ces hors-la-loi qui ont été mis en déroute, qui sont en errance, qui se cachent au sein de la population, qui se dissimulent au sein de la population. L'unique moyen pour avoir une victoire finale sur cette coalition, nous devons dénoncer et collaborer avec les forces armées. Du reste, nous allons communiquer les détails de ces opérations. Pour le moment, le village Muchacha est passé sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà notre fait final recherché, c'est protéger cette population et passer retour à la normale qui est parmi l'état final recherché dans ces opérations à cette période de l'état de siège. La ville de Kinshasa fait face ces derniers jours à une tension perceptible sur l'approvisionnement en carburant, file d'attente interminable, hausse du stress chez les usagers et perturbation du transport urbain. La situation suscite de nombreuses interrogations. Parmi elles, une question centrale revient. Cette pénurie est-elle liée à la fermeture du détroit d'Ormuz? Élément de réponse dans ces dossiers de la rédaction. À première vue, les liens semblent évidents. Le détroit d'Ormuz constitue l'un des points névralgiques du commerce mondial du pétrole. Une grande partie des exportations du pays du Golfe y transitent quotidiennement. Sa fermeture, même temporaire, entraîne automatiquement une perturbation de l'approvisionnement mondial et une hausse des prix du baril sur les marchés internationaux. Dans ces contextes, des pays fortement dépendants des importations pétrolières comme la République démocratique du Congo se retrouvent particulièrement exposées. Cependant, réduire la situation de Kinshasa à cette seule cause serait une simplification excessive. En réalité, la crise actuelle semble être le résultat d'un enchevêtrement des facteurs externes et internes. Certes, les tensions géopolitiques au Moyen-Âge influencent les délais d'approvisionnement et les coûts d'importation. Mais sur le plan local, d'autres éléments viennent aggraver la situation. Parmi ceux-ci figurent notamment les dysfonctionnements dans la chaîne de distribution, les lenteurs logistiques ainsi que certaines pratiques spéculatives observées dans les circuits de commercialisation. À cela s'ajoute un phénomène psychologique bien connu. La crainte de manquer pousse les consommateurs à s'approvisionner en masse, accentuant artificiellement la rareté dans les stations-service. Par ailleurs, les autorités congolaises se veulent rassurantes, affirmant que les stocks disponibles restent suffisants pour couvrir la demande. Cette déclaration met en lumière un autre aspect du problème. Il ne s'agit pas toujours d'une pénurie réelle, mais parfois d'une tension conjoncturelle amplifiée par la perspection collective. Ainsi, la situation actuelle à Kinshasa ne peut être expliquée par un seul facteur. Elle résulte plutôt d'un effet domino ou d'une crise internationale. En l'occurrence, celle du détroit d'Ormuz vient révéler et exacerber les fragilités structurelles du système d'approvisionnement national. En définitive, si la fermeture du détroit d'Ormuz a contribué à créer un climat de tension sur les marchés pétroliers mondiaux, la pénurie observée à Kinshasa trouve aussi ses racines dans les réalités locales. Cette crise met en évidence la nécessité pour la République démocratique du Congo de renforcer son autonomie énergétique et d'améliorer la gestion de sa chaîne d'approvisionnement afin de mieux résister aux chocs extérieurs.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Marie-Thérèse Sombo, a déclaré une urgence radiologique sur le site minier T17 à Kolwezi suite à la découverte des substances radioactives nocives. Cette décision vise à sécuriser le site, interdire également l'accès aux exploitants artisanaux et mettre en place des dispositifs de surveillance sanitaire pour les populations exposées. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et conformément à notre devoir fondamental de protection de la population et de l'environnement, je déclare la zone du remblai T17 en situation d'urgence radiologique. À la suite de l'exploitation du site par des creuseurs artisanaux, la présence avérée des matières radioactives constituent un risque majeur pour la santé publique, la sécurité nationale et l'équilibre écologique. Face à cette situation préoccupante, il est impératif d'agir sans délai afin de circonscrire toute forme de contamination, de sécuriser rigoureusement le site et de protéger efficacement les populations exposées. En ma qualité d'autorité nucléaire, je tiens à rassurer l'ensemble des citoyens que toutes les mesures appropriées sont déjà mises en œuvre. Cela inclut l'intervention d'experts qualifiés, le déploiement d'équipes spécialisées sur le terrain, ainsi que la mise en place des dispositifs de protection, de décontamination et de surveillance continue. La rapidité d'intervention, la rigueur scientifique et la coordination interinstitutionnelle demeurent essentielles pour prévenir toute aggravation de la situation et garantir la résilience de notre pays face à cette crise. Je réaffirme par ailleurs l'engagement ferme du gouvernement à mobiliser l'ensemble des ressources nécessaires, à agir avec transparence et responsabilité et à préserver la souveraineté nationale dans la gestion de cette crise. J'en appelle à la vigilance, au sens des responsabilités collectives et au strict respect des consignes émises par les autorités compétentes afin de surmonter ensemble cette épreuve. Écho de partis politiques, l'Alliance des démocrates socialistes congolais, ADESCO, a mobilisé ses membres et cadres le samedi 21 mars dernier à Matadi pour une double cérémonie, l'installation de l'interfédéral ADESCO Congo central et l'adhésion massive de nouveaux membres. L'événement a commencé par une caravane motorisée de la Maison Blanche d'un côté et de l'autre côté par une marche du rond-point à Mikondo pour converger dans la salle Mika Lukidi. Samedi 21 mars 2026, la salle Mika Lukidi, dans la commune d'Ouvouzi à Matadi, a vibré au rythme de double cérémonie de l'installation de l'interfédéral du parti Alliance des démocrates socialistes congolais, ADESCO en sigle, parti cher de l'autorité morale, Tony Kankushiku, haut représentant du chef de l'État, ainsi que l'adhésion de nouveaux membres et cadres du parti. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil vigilant du secrétaire général du parti, Dan Marshall Mumbenga, ayant fait les déplacements avec une forte délégation depuis Kinshasa pour cette occasion solennelle. Dans une salle comblée et en ébullition, la délégation s'installe dans une ambiance très électrique. Après l'hymne national, puis celle du parti, le directeur du cabinet du secrétaire Dan Marshall, Philippe Ngoma, a procédé à la lecture de la liste des nominés. Ces fils est prélude à la cérémonie officielle d'intronisation. Est nommé président interfédéral de l'ADESCO province du Congo central, Monsieur Mariana Bambou Adolphe. Tenant compte du mois de la femme, Madame Binda Joséphine, présidente interfédérale adjointe en charge du Bas-Fleuve, prend la parole à la place de l'interfédérale. Servir
À son nom et pour le compte du parti, le secrétaire général a pris la parole pour mobiliser les membres de sa formation politique. La cérémonie s'est achevée par l'intervention du maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete. Notons qu'à la fin de cette cérémonie, plusieurs personnes ont adhéré au parti. En sport, pour terminer avant le rappel des titres, les Léopards affrontent ce soir le Bermude en amical. Ce match de fixation se jouera au stade Jalisco à Guadalajara, au Mexique, à partir de 22h heure de Kinshasa. C'est en marge de la finale de barrage qui se jouera le 31 mars avec le vainqueur du match Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. Le groupe est au complet depuis la nuit de lundi dernier. Les 26 joueurs retenus se sont entraînés hier au terrain de l'université panaméricaine. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les principaux titres avant la revue de presse. La première dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, est saine et sauve après une tentative d'intrusion dans son hôtel à Washington. Les autorités congolaises et américaines enquêtent sur l'incident, évoquant une possible corrélation avec le Rwanda. L'organisation Reporters sans frontières dénonce des lieux de détention inhumains gérés par la FC123 à Goma où des journalistes et civils sont torturés dans des conteneurs sans ventilation dans des conditions épouvantables. Il est urgent que la communauté internationale prenne des mesures pour mettre fin à ces atrocités et protéger les droits de l'homme dans la région. Approvisionnement en carburant. La ville de Kinshasa est sous tension. Des files d'attente interminables, du stress et des perturbations du transport urbain. La pénurie de carburant fait des vagues. Mais pourquoi la fermeture du détroit d'Ormuz serait-elle en cause? Vous avez suivi les éléments des réponses dans ce journal. C'est l'heure de la chronique revue de presse. Vous restez avec nous, messieurs et dames. Je retrouve enfin Nathan Diamouté après son absence le mercredi dernier. Bonjour et bienvenue Nathan. Bonjour Héritier, merci. Bonjour également à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent de partout. Conférence des gouverneurs, les assises sont lancées au Kwilu. Exactement, Héritier Ntombo, la province du Bandundu est à l'honneur depuis hier à l'arrivée du chef de l'État Félix Tshisekedi pour lancer justement ces assises de conférence de gouverneurs. On ouvre le bal avec le journal La Tempête des Tropiques qui écrit Bandundu, Tshisekedi lance la 13e conférence de gouverneurs, à lire justement dans sa troisième page, voilà. Et ben c'est pour ce quotidien, cette 13e édition devrait notamment se pencher sur plusieurs dossiers jugés prioritaires, parmi lesquels le développement des infrastructures des bases, la modernisation de l'administration publique, ainsi que les mécanismes de financement de projets sociaux au bénéfice des populations. Ces journaux estiment que la tenue de ces assises à Bandundu revêt une grande importance particulière pour la province du Kwilu, qui espère voir aussi ces défis structurels inscrits au cœur des échanges. Elle illustre également la volonté des autorités nationales et locales et des autorités nationales, voilà, de rapprocher l'action publique des réalités locales et de promouvoir un développement inclusif et équilibré à travers le pays. Entre-temps, le journal Chronique Éco fait savoir sur sa une conférence de gouverneurs la fabrique des recommandations sans lendemain. Ces médias révèlent qu'ici, si sur les papiers, l'exercice paraît noble, les problèmes se posent plutôt dans les faits. Ici, l'exercice s'apparente de plus en plus à une mécanique répétitive dont les résultats peinent à dépasser les stades des intentions. Et souligne en même temps dans ses pages intérieures que sortir de cette impasse suppose un changement de méthode. D'abord, en réduisant le volume des recommandations au profit des objectifs ciblés, mesurables et hiérarchisés. Ensuite, en assurant leur intégration systématique dans les instruments budgétaires de l'État, mais surtout en mettant en place un mécanisme capable de rendre compte publiquement des progrès réalisés ou non.
Attaque contre Denis Nyakeru Tshisekedi à Washington. Kinshasa veut voir clair. Exactement. Héritier Ntomboa, l'attaque contre la première dame de la République démocratique du Congo, c'est relate dans la presse paru ce mercredi. On ouvre ces chapitres avec la presse en ligne, une.cd qui renseigne qu'il s'agit, selon des informations largement relayées sur les réseaux sociaux, des individus tous cagoulés et d'origine africaine. Ces seraient rendus dans cet hôtel avec l'intention de s'en prendre à la femme de Félix Tshisekedi. Une vidéo circulant en ligne montre même les plaques d'immatriculation et des véhicules qu'ils auraient utilisés. La réaction de Kinshasa, en tout cas, n'a pas tardé, comme nous précise cette fois le journal Forum des As, en titrant le porte-parole du gouvernement tire la sonnette d'alarme. Washington, Denis Nyakeru échappe à une intrusion dans son hôtel. Le portail renseigne qui s'exprimant lors d'un briefing spécial consacré aux enjeux et priorités de la 13e conférence des gouverneurs. Le ministre Patrick Mouyaya précise que la première dame se trouve à Washington depuis quelques jours à l'invitation de l'épouse du président Donald Trump dans le cadre d'un sommet réunissant les premières dames du monde. De son côté, Okapi News rapporte que dans sa communication, Patrick Mouyaya a également dénoncé ce qu'il qualifie, je cite, de stratégie de mensonge attribuée au Rwanda, évoquant des méthodes connues du père et du fils, sans toutefois fournir davantage de précisions. Héritier Ntomboa, malgré la gravité de faits évoqués, le gouvernement se veut rassurant, c'est-à-dire la première dame, Denis Nyakeru Tshisekedi, se porte très bien selon la même source d'information. Tout à fait, Nathan. Alors, pour finir, Jean-Marie Kassamba, notre directeur général, également président provincial de l'UNPC, plébiscité dans le magazine Wise. C'est un portrait à lire dans la première édition du magazine Wise, publié en ce mois de mars, mois d'ailleurs dédié à la promotion de la femme. Dans ses colonnes intérieures, nous découvrons le focus du patron de journalistes des Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, dont les multiples prouesses dans la presse congolaise sont reconnues par la plume de ce magazine, qui estime que la figure centrale de la chaîne télévisée, la télévision du cinquantenaire Télé 50, qu'il a d'ailleurs contribué à faire rayonner, Jean-Marie Kassamba s'est distingué par sa capacité à traiter les grandes questions nationales avec hauteur et professionnalisme, qu'il s'agisse des débats politiques, des crises institutionnelles ou dangers sociaux. Il adopte une posture d'équilibre, évitant les excès tout en posant les questions essentielles. Un maître d'école bien outillé, précise ces tabloïds, au-delà du journaliste. C'est aussi un formateur d'opinion dans un pays où la presse joue un rôle crucial dans la consolidation démocratique. Jean-Marie Kassamba s'inscrit dans une tradition de journalisme responsable, soucieux d'ailleurs de renforcer l'état de droit et la culture citoyenne. Pour ce magazine, Héritier Ntomboa, Jean-Marie Kassamba, l'arc-boutant d'un métier en plein déséquilibre, sans filtre. Il a su, par son expertise, apporter une touche particulière à l'audiovisuel congolais. Visiblement, JMK a redéfini l'image d'un métier en perte de substance. Merci beaucoup Nathan Diamoté pour cette revue de presse très fournie. On se retrouve le mercredi prochain avec le même plaisir. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.